Dites, à l'occasion de cette tragédie, les gens redécouvrent Notre-Dame de Paris et tout ce qu'il y a autour de Notre-Dame de Paris. J'ai vu que ce matin, sur Amazon, en tête des ventes, il y avait le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et de la même façon, les journalistes, les politiques vont sur Google, etc. Et on s'intéresse à l'histoire de Notre-Dame de Paris. Histoire qui débute quoi, au XIIe siècle, dans les années 1100. On ne connaît même pas d'ailleurs le premier architecte, celui qui a imaginé ce projet gigantesque à l'échelle de la ville de Paris. C'est vrai. En fait, c'est un lieu de culte ancien. Il y avait un sanctuaire gallo-romain, un groupe cathédral paléo-chrétien. On connaît évidemment le grand moment de la construction qui est porté par Maurice de Sully, donc c'est 1163, c'est la décision, hein. Ça participe d'un grand mouvement de construction d'églises gothiques. On ne connaît pas effectivement le premier maître d'œuvre, celui qu'on pourrait qualifier d'architecte. Après, on a des noms, hein, donc Pierre de Montreuil en particulier. Mais c'est vrai que cette cathédrale est un symbole, elle est le symbole de notre patrimoine, elle est un symbole universel. On la veut tout de suite gigantesque. C'est-à-dire que quand elle est construite au XIIe siècle, c'est pas une cathédrale en France parmi tant d'autres, il y a un projet politique de faire quelque chose qui dépasse la mesure pour cette époque. C'est vrai, ça n'est pas la plus grande ni la plus haute. Il y a déjà Chartres, Saint-Denis qui la devance. Et en même temps, elle a bénéficié des avancées techniques de cette période. Mais c'est vrai qu'elle est ancrée dans l'île de la Cité. C'est déjà une capitale. Donc elle a une dimension politique singulière. Et puis, elle va abriter rapidement des reliques qui sont aussi très fortes symboliquement. À l'époque, Paris fait 50 000 habitants. C'est-à-dire quand elle sort de terre, Paris est une sous-préfecture. Enfin, c'est une petite ville, non, mais on a peine à imaginer que cette agglomération de 12 millions d'habitants ait pu faire à une époque, ait pu avoir une C'est vrai, mais il en va de même de toutes ces cathédrales. Et cet effet d'optique, il est impossible pour nous de le retrouver. C'est-à-dire ces vaisseaux de pierre qui s'élèvent vers les cieux, alors qu'au ras du sol, j'exagère un tout petit peu, je caricature, mais enfin, imaginons la proportion entre toutes ces maisons qui peuplent la ville et cet immense bâtiment qui les domine. Alors, pourquoi Notre-Dame de Paris est devenue cette légende? Pourquoi Notre-Dame de Paris? Parce qu'elle est à Paris, tout simplement? Ou est-ce que cet édifice porte en lui déjà des choses singulières, originales, extraordinaires? Je viens d'évoquer la dimension politique, évidemment le rôle aussi de l'évêque. C'est aussi une cathédrale qui a abrité une grande école au XIIIe siècle et même avant. Si vous voulez, les reliques que j'évoquais tout à l'heure vont lui donner aussi cette aura singulière, puisqu'on y trouve les instruments de la Passion, donc la couronne d'épines. Non mais ça c'est fou, parce qu'il faut le dire, Saint-Louis nous dépose effectivement cette couronne d'épines, on se dit aujourd'hui couronne d'épines. La réalité, c'est qu'il va endetter pratiquement le royaume pour la racheter aux Vénitiens. Pour acheter cette couronne d'épines aux Vénitiens, la moitié du budget du royaume. C'est-à-dire que c'est pas un truc anodin, c'est quelque chose qui va coûter cher aux contribuables du royaume, là. Oui, vous évoquiez des proportions que je ne reprendrai pas, mais effectivement, ça n'est pas comparable. Peut-être un morceau de la croix, un clou. Donc, c'est ces reliques de la Passion qui attirent effectivement les pèlerins dans la cathédrale.